la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. La Turquie s'étend sur une superficie de 783 562 km², abritant plus de 82 millions d'habitants, soit le 71e rang mondial. L'État turc est constitué de 81 provinces et de 900 districts. Istanbul, ville cosmopolite, est la seule cité au monde à se situer à cheval sur 2 continents. Elle abrite la célèbre église Sainte-Sophie, la gigantesque mosquée bleue du XVIIe siècle et le palais de Topkapi, construit en 1460. Ankara est la capitale moderne de la Turquie. 99% des citoyens sont musulmans et la majorité des sunnites. En outre, il existe 20% d'Alévires et des minorités chrétiennes et juives. Sur le plan économique, le pays de Recep Tayyip Erdogan est en pleine croissance. Grâce à sa situation stratégique, la Turquie s'industrialise dans tous les domaines, notamment en matière de transport moderne. Depuis 2 décennies, l'activité diplomatique de la Turquie s'accroît grâce à une forte croissance de son réseau diplomatique et du développement des échanges extérieurs. La Turquie a siégé pour la première fois de 2009 à 2010 au Conseil de sécurité de l'ONU. Membre du Conseil de l'Europe depuis 1949 et de l'OTAN en 1952. C'est vers les années 60 que la Turquie a tissé avec le Sénégal de forts liens fraternels matérialisés par l'ouverture de l'ambassade de la Turquie au Sénégal en 1962. Une coopération bilatérale dynamique et fructueuse dans plusieurs domaines de la vie économique du pays de la Teranga. Des entreprises turques ont réalisé de grandes infrastructures. On peut en citer l'aéroport de Diass, le stade Omnisport Dakar Arena, le CICAD, le chemin de fer et la gare des gros porteurs, entre autres. L'éducation, la culture, la sécurité, l'agrobusiness, l'énergie ont fait l'objet de plusieurs accords de partenariat. En 2018, 29 projets ont été réalisés ou sont en cours d'exécution par des firmes turques pour un montant de plus de 460 milliards de francs CFA. Le volume des échanges commerciaux a aussi augmenté avec plus de 250 millions de dollars. En Turquie, on note la présence de plus de 2000 Sénégalais, dont 200 étudiants. 450 citoyens turcs résident au Sénégal, ce qui témoigne des excellentes relations entre les deux pays. Alors, Excellence, vous venez de regarder ce petit reportage fait sur la Turquie. Est-ce qu'on a été fidèle à la réalité? Oui, la Turquie a sa géographie stratégique, une petite partie de l'Europe, mais la grande partie d'Istanbul se trouve à cette partie d'Europe et la grande partie territoriale se trouve en Asie, avec ses voisins et avec sa population dynamique, sa politique avec l'Afrique, surtout avec le Sénégal. Depuis 10 ans, surtout, on a les deux côtés enregistré de bonnes relations et de bonnes continuités entre les deux pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme réalisation qui fait la fierté des deux pays, sur lequel la Turquie et le Sénégal se sont le plus investis? Politiquement, la Turquie, quand on a dit nos relations polyvalentes et surtout des côtés d'investissement, quand nos sociétés ils donnent la parole pour la finaliser, pour finaliser le projet, ils terminent leur projet. Déjà, le Sénégal, avec son aéroport et son aréna, son stadium, chemin de fer et même au port Car Power. Ça veut dire que toutes ces sociétés, ils donnent pour les Sénégalais travailler sur à leur pays au lieu d'immigrer ailleurs. Le grand profit pour moi, intérêt, tout d'abord,
les Sénégalais restent chez eux, ils travaillent chez eux. Pourquoi ils vont ailleurs avec grande difficulté? Et aussi, par exemple, l'éducation entre les deux pays, en tant qu'enseignant, moi, pour le moment, 200 jeunes Sénégalais étudient en Turquie, c'est très peu, mais j'espère que ça va augmenter très rapidement. Et aussi la recherche scientifique entre les deux pays. Jusqu'à présent, on ne peut pas parler d'une alliance scientifique entre les deux pays. Et aussi, ça doit être commencé tout de suite parce qu'on sait que les intellectuels sénégalais, les hommes compétents de plusieurs domaines à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de Sénégalais qui ils contribuent pour l'intérêt du monde. Pourquoi pas entre les deux pays, cette alliance soit liée, soit fortifiée. Donc, à vous entendre, il y a des choses qui restent à faire, des pistes qui restent à explorer entre la Turquie et le Sénégal. Et c'est dans quel domaine spécifique, justement? Comme tout le temps, votre président de la République, Excellence Macky Sall, dit que la recherche scientifique, pour moi, en tant qu'un enseignant, je donne beaucoup d'importance à la recherche. En même temps, l'investissement que les Turcs, depuis le Sénégal, je connais depuis 30 ans avec mes yeux, mais comme le niveau de développement et la part des Turcs, des investissements turcs pour ce développement, ça se voit même sans lunettes, quoi. On n'a pas besoin d'autre chose, quoi. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'émission En toute diplomatie a l'honneur d'être reçue par son Excellence Sébastien Beaulieu, ambassadeur du Canada au Sénégal. Nous sommes dans sa résidence et comme à notre habitude, nous allons discuter avec lui à bâton rompu et en toute diplomatie des relations qui lient le Canada et le Sénégal. Bonsoir, Excellence. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre résidence. Dalen Nakam. Soyez les bienvenus. Entrons. Soyez les bienvenus à la résidence du Canada. Ici, il y a mon coin Zoom aménagé pour les visioconférences et puis les nombreuses réunions qu'on a en virtuel. Deuxième pays le plus vaste après la Russie, le Canada s'étend sur une superficie de 10 millions de kilomètres carrés. Ce pays nord-américain est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Le Canada compte 10 provinces et 3 territoires et se distingue de par ses vastes étendues de forêts à l'image de son parc national de Banff et de ses célèbres et majestueuses chutes du Niagara. Sa population est estimée à plus de 37,59 millions d'habitants, soit le 37e rang mondial. La 10e puissance économique mondiale tire ses richesses dans les secteurs des télécoms, l'agriculture, l'énergie, l'aéronautique, la construction automobile et les hydrocarbures. Au Canada, le chef suprême de la nation est la reine Elisabeth II. Elle est représentée par un gouverneur général. Le poste de Premier ministre est occupé par Justin Trudeau. Dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal, le Canada est le 3e bailleur bilatéral. Leurs relations diplomatiques remontent en 1962. Ensemble, ils travaillent dans plusieurs institutions internationales telles que l'ONU et l'OIF. Le Canada appuie la mise en œuvre du PSE, la stratégie nationale de développement économique et social, avec des investissements dans plusieurs secteurs clés, notamment l'éducation et la formation professionnelle, le développement agricole, la nutrition et la gouvernance inclusive. Depuis 2010, le Canada fournit en moyenne 34 milliards de francs CFA par an au Sénégal dans le cadre de l'aide publique au développement. 77 milliards pour la période de 2015 à 2019 et 121 milliards de francs CFA en 2008.
Ces investissements le positionnent comme l'un des plus importants bailleurs de fonds du secteur de l'éducation au Sénégal. Le Canada et le Sénégal sont aussi unis par leur diaspora. On dénombre 4 793 Sénégalais établis dans plusieurs régions canadiennes. Ils y étudient et travaillent. Par ailleurs, ils font vivre aussi les valeurs culturelles du pays de la Teranga. Dans l'autre sens, 1418 Canadiens résident au Sénégal. Ils interviennent dans plusieurs secteurs et participent à la vie économique et sociale du pays. Le Canada s'investit beaucoup dans la défense de l'environnement, la préservation de l'environnement en général, et surtout pour ce qui est des déchets plastiques. Parce que vous le savez, nos pays africains ont toujours des problèmes avec ces déchets plastiques. Est-ce que le Canada l'aide dans ce sens? Le Canada a les mêmes défis que le Sénégal et que l'Afrique en termes d'emballage, en termes de plastique, en termes de surproduction et surutilisation de plastique. Et puis, c'est ce qui a poussé le Canada lors de sa présidence du G7 et du sommet de Charlevoix en 2018 à inviter le président Macky Sall à venir et à adhérer à la charte plastique qui couvre notamment le plastique dans les océans. Alors, c'est un... Est-ce que vous avez des solutions par rapport à cela? Il y a beaucoup de solutions. La première passe par la sensibilisation à l'utilisation du plastique. On essaie de le faire ici à la résidence. Ça me fera plaisir de vous montrer nos installations de recyclage tout à l'heure. Donc, la sensibilisation, le recyclage et puis tout ce qui peut aider nos pays à vaincre et réduire l'utilisation du plastique. Alors, Excellence, qu'est-ce qui vous plaît le plus au Sénégal et qu'est-ce qui vous plaît moins? Qu'est-ce qui me plaît? Il y a beaucoup de choses, à commencer par l'accueil et le contact avec les gens. Je parlais que le courant passe, mais le contact est facile, je trouve, avec les Sénégalais. Le contact est chaleureux. Évidemment, ça a pris une différente tournure depuis le mois de mars l'année passée. Les longues poignées de main ont été remplacées par la main sur le cœur masquée, mais on sent quand même toute la chaleur de l'accueil ici. Ça, ce qui me plaît aussi, c'est... Ce qui me plaît moins, par exemple, aussi? Je ne sais pas si ce qui me plaît moins ou ce qui me manque. Ce qui me manque un peu du Canada, je dois dire, je réfléchissais à ça l'autre fois, j'en parlais avec la famille, c'est ce qu'on appelle au Canada la brunante. L'heure entre le crépuscule. Ici, le jour tombe rapidement, alors qu'au Canada, comme on est plus au nord, c'est beaucoup plus graduel. Et ce qu'on appelle le crépuscule ou la brunante peut durer 2 ou 3 heures, même l'été. Okay, le temps de voir le soleil décliner. Décliner tout doucement, mais même une fois disparu, il y a encore la lueur du jour qui nous permet d'être dehors sans éclairage et de passer de belles longues soirées avant de voir le ciel étoilé. Ça me manque un peu ces jours-ci. D'accord. Est-ce que vous connaissez la cuisine sénégalaise? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine sénégalaise? Évidemment, premièrement, je suis végétarien. Alors, ça exclut la viande, mais on trouve d'excellents poissons ici. Et je pense que mon plat préféré, je dirais le yassa au poisson, avec cet oignon et le goût d'oignon que j'aime beaucoup. Okay. La tiboudienne, évidemment. Vous aimez aussi le tiboudienne? Oui, et le riz est spécial aussi. Le riz cassé, là. Le petit riz. Le petit riz, oui. Alors, les fruits. Oui. Excusez-moi, je suis gourmand. J'allais continuer sur la question de la nourriture. Les fruits frais, les mangues, les papayes. Là, c'est plus la saison des mangues, mais ça va revenir très bientôt. Et en attendant, on mange les mangues de Guinée ou du Mali, les papayes, les agrumes. On a quelques arbres fruitiers ici. La goyave, oui, dans la cour. OK. Donc, c'est un plaisir et un luxe que de sortir le matin et de cueillir son petit déjeuner. Pour parler de cuisine,
Est-ce que le Canada a une cuisine typique, puisque vous dites que c'est un pays d'immigrants? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme plat traditionnel, par exemple, pour le Canada? Qu'est-ce qu'on mange au Canada? On mange beaucoup de choses bien différentes. Il y a certains plats classiques dont certains ont peut-être entendu parler. La poutine, qui est des frites avec de la sauce et du fromage. Il y a les fameuses gâteries à l'érable, déclinées en toutes sortes de desserts aussi sucrés les uns que les autres. Mais vous avez raison de parler de la diversité parce que c'est difficile dans ce contexte-là de trouver un plat national. Ça pourrait aussi être aussi bien les pierogies d'Ukraine que certains plats mexicains ou que les nouilles sautées d'Asie, le saumon du Pacifique, le saumon de l'Atlantique, l'omble de l'Arctique. On trouve de tout. On trouve effectivement de tout et quand on cherche à aller au restaurant dans une ville canadienne, il faut déjà d'abord identifier quelle cuisine on recherche et ensuite satisfaire son palais. Hello, everybody. I'm very glad to be with you today for a new edition of your TV program En toute diplomatie. Je m'adresse à vous aujourd'hui dans la langue de Shakespeare. Vous devinerez aisément que j'ai aujourd'hui l'honneur d'être reçu par son Excellence Victoria Billing, ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal. Alors, en termes de relations d'amitié et de coopération, est-ce qu'il y a des faits qui symbolisent vraiment ces relations entre le Sénégal et le Royaume-Uni? Oui, je pense que le point le plus important, c'est que nous partageons les mêmes valeurs. Donc, notre coopération, nos relations reposent sur les valeurs communes comme la démocratie, la promotion de la paix, le respect des droits humains. Mais nous avons trois axes principaux de la coopération. C'est le partenariat économique, gagnant-gagnant. C'est la promotion de la paix et de la sécurité dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi de faire face ensemble contre les défis mondiaux. Et sur le plan économique, qu'est-ce qu'il y a de concret qui a été posé en termes de réalisation? Donc, nous sommes l'un des investisseurs les plus importants au Sénégal, surtout dans le domaine de l'énergie, mais plus récemment dans le domaine des infrastructures et aussi de l'agriculture. En termes d'infrastructures, de réalisation sur le terrain, qu'est-ce que l'on peut dire entre le Sénégal et le Royaume-Uni? En termes des infrastructures, nous avons annoncé en septembre un partenariat de 1,7 milliard de dollars entre notre banque de développement et DP World pour 3 ports en Afrique, dont le port du Future à Ndayane. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fière, que le port du Future ici au Sénégal sera vraiment une bonne chose pour l'économie. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressortissants britanniques au Sénégal? Si oui, dans quel domaine aussi? Non, en fait, il y a juste une communauté assez modeste ici au Sénégal, peut-être 300 personnes. Et de même, au Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais. Mais il y a un Sénégalais qui est connu dans chaque foyer, chaque maison en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et ça, c'est Sadio Mané. Ah, ok. Et comment expliquez-vous cela? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de ressortissants de part et d'autre? C'est parce que les deux pays ne sont pas connus par les ressortissants ou comment vous pouvez expliquer cela? Moi, je pense que c'est difficile de se rendre en Angleterre. Non, je pense que c'est la langue, je pense, qui pose un peu une barrière entre les deux pays. Vous êtes là pour représenter le Royaume-Uni. C'est votre rôle principalement. Qu'est-ce que vous faites pour dynamiser les relations entre les deux pays? Donc, mon rôle et celle de mon équipe est de vraiment d'être la motrice derrière une collaboration croissante entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Et dans les 3 domaines dont j'ai déjà parlé, l'économie, la sécurité et les défis mondiaux. C'est votre premier poste, Dakar, ou bien vous avez déjà servi ailleurs? J'ai servi ailleurs, mais ici, c'est le premier poste comme ambassadeur, en tant qu'ambassadeur. En Afrique ou en Europe, vous étiez? J'étais à Jérusalem, j'étais aussi à la Birmanie, en Belgique, dans plusieurs pays. C'est la première fois de travail en Afrique. Alors, comment ça s'est passé, votre acclimatation ici? Ça n'a pas été trop dur? C'est pas trop dur. En fait, j'ai passé la plupart de ma vie adulte à l'étranger. Donc, c'est assez facile pour moi de m'adapter. Mais ici au Sénégal,
c'est vraiment être facile avec la taranga sénégalaise. Alors, comment se déroule une journée de son Excellence, par exemple? Ma journée, comme je pense tous les parents des jeunes enfants, en préparant mes enfants pour l'école. Mais en tant que l'ambassadeur, chaque journée est différente. J'ai beaucoup de différentes réunions avec les autorités sénégalaises, avec les secteurs privés, soit sénégalais, soit britanniques, avec les autres partenaires internationaux ici au Sénégal. Je pense que c'est très important de quitter Dakar et de faire connaître le pays autant que possible aussi. Est-ce que c'est difficile de se rendre en Angleterre au Royaume-Uni, disons, pour un ressortissant sénégalais? Comment ça se passe? Comment on peut se rendre au Royaume-Uni? C'est difficile d'obtenir un visa? Ce n'est pas difficile, mais nous ne traitons pas les visas ici dans l'ambassade. Il y a un poste de visa à Almadi et on doit commencer en ligne. Et il y a des différentes sortes de visas pour les visiteurs et pour les étudiants, mais il y a un processus. Je sais que les personnes trouvent que c'est un peu difficile de suivre. Et ça, pour moi, c'est un dommage parce que je voudrais que la plupart des Sénégalais peuvent connaître mon pays. Et en Pakistan, si je envoie aux belles femmes, on a dit Chashme Badour, mais Allah protégez vous, belles femmes. Et merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je suis très heureuse d'être avec vous ici. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis Saima Sayed, ambassadeur du Pakistan au Sénégal. Et avec accréditation simultanée en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone et en Cabo-Vert. Et ça, c'est ma première fois en Afrique. J'ai travaillé à notre ambassade au niveau intermédiaire en France, à l'Inde, et les missions permanentes Pakistan après l'ONU à New York. Mais première fois en tant qu'ambassadeur accrédité? Oui, première fois l'ambassadeur, oui. Sur le plan commerce, comme vous dites, qu'est-ce que le Sénégal a et que le Pakistan n'a pas et qu'il voudrait que le Sénégal exporte vers le Pakistan? Que le Sénégal exporte au Pakistan. De quoi vous avez besoin que le Sénégal a et que le Pakistan n'a pas? Maintenant, peut-être ça c'est le temps pour chercher les avenues de collaboration. Parce que nous avons les expertises sur les agricoles, les machineries, machines agricoles et technologies. Et donc, si nous travaillons ensemble, c'était une belle situation pour les deux. Donc, on peut dire qu'à cet état actuel des choses, il n'y a rien de concret en termes de réalisation entre les deux pays. Ça, c'est beaucoup de choses. C'est toujours à l'état de projet, quoi. Oui, oui. Parce que nous avons les délégations qui visitent au Pakistan, qui cherchent les opportunités. Et donc, ça, c'est maintenant, comme j'ai dit, que le rythme, c'est un peu douce. Ce n'est pas très vite. Mais peut-être que si nous avons passé lentement, nous allons faire les bons objectifs. Le Pakistan, terre de tradition et de modernité. Le pays des Purs est une république islamique d'une superficie de 796 095 km². Sa capitale est Islamabad. Le pays est une république fédérale dont les principales villes sont Karachi, Lahore, Quetta, Rawalpindi, Faisalabad et Peshawar. Les langues officielles sont l'ourdou et l'anglais. La population de Pakistan est estimée à 225,2 millions d'habitants. Les Pakistanais sont musulmans à 97%. L'hindouisme est pratiqué par 1,5% de la population. Le christianisme est également pratiqué par 1,5% des Sikhs. Le Pakistan a obtenu son indépendance le 14 août 1947. C'est le 5e pays le plus peuplé au monde avec la 2e plus grande population musulmane. La diversité du climat et du paysage
donne au pays une grande variété d'espèces animales et végétales, principalement agricoles. L'industrie textile du pays génère 70% des exportations pakistanaises. Le pays est le 5e producteur mondial de coton et possède également des ressources en cuivre, charbon et gaz. Le Pakistan possède également un riche patrimoine architectural avec des bâtiments emblématiques comme la mosquée Badshahi à Lahore et bien d'autres encore. Le Pakistan est un pays où l'on joue au cricket comme on joue au football dans les rues du Brésil. C'est le sport le plus populaire du pays. L'équipe pakistanaise de cricket a remporté la Coupe du Monde de 1992. Le Pakistan et le Sénégal entretiennent depuis 1960 d'excellentes relations d'amitié et de coopération fondées sur des bases solides et des valeurs communes de démocratie et de fraternité. La visite du président Macky Sall en 2016 a marqué une étape importante dans la coopération entre les deux pays. Cette coopération est un modèle de partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie, du textile, des produits laitiers, du cuir et de l'agriculture, comme l'exportation du riz. Bienvenue à la cuisine pakistanaise. Assalamu alaikum Shafiq. Nous avons les invitants. Ça c'est mon chef Shafiq qui travaille avec moi. Et je vais vous présenter qu'est-ce qu'il préparait pour vous. Donc ça c'est le riz. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est avec les petits pois. Ok. Ok. Ça c'est les poulets. Les poulets, d'accord. Ok. C'est bien. C'est pas très épicé, mais vous voulez. Ok. Avec des épices pakistanaises. Pakistanaises, oui. Ça c'est les légumes. Vous voulez sentir? Ça c'est quelque chose typiquement. Avec les herbes. Et ça c'est les moutons. Avec les curry épicés. Ah, les oui. poulettes de viande. Oui. Ok. Viande, oui. Ça c'est. Ça c'est. Et ça c'est viande aussi. Mais ça s'appelait Shami kebab. Ah, les kebabs. Kebab, oui, Ok, oui. je connais les kebabs. Donc ça c'est bien. Et ça c'est les desserts. Ah, c'est le dessert. Vermicelli. Je vais. On dirait Ah, c'est du vermicelli. C'est bien. C'est bien, Shafiq. Bon travail. Oui. Et autre chose, c'est les pains pakistanais. Vous n'aimez pas beaucoup les pains pour le déjeuner. Ah, Ça, c'est chapati. Ah, c'est typiquement pakistanais. Typiquement pakistanais. C'est léger. Et c'est bien avec les poulets et curry. Ok. Oui. Ah, c'est comme le pain libanais ou je sais pas quoi. Non? Mais ce n'est pas libanais, c'est pakistanais. Vous le fabriquez ici? Oui, oui. Vous-même? Oui. Ça, Shafiq, c'est expert. Ah, Oui, et ça, c'est un accompagnement très, très important pour les repas pakistanais. Le chutney, menthe, coriandre et un peu d'épices. Encore. Ah oui, c'est bon, les épices, c'est ça Oui. qui donne du goût à... Oui, oui, oui. Peut-être que nous n'avons pas mangé avec les... Très, très, très bon. On sent Merci. le goût des épices. Et puis, il y a une variété dans les plats. Vraiment, chapeau. Merci, merci beaucoup parce que je suis très heureuse ici de présenter vous les goûts de Pakistan et les goûts différents du Pakistan. Oui. C'est vraiment réussi. Hein? Merci, merci beaucoup. Bon travail, Shafiq. Alors, comme je vous le disais, on a introduit une nouvelle rubrique dans cette émission qui s'appelle le ni oui ni non. D'accord. Et vous serez peut-être la deuxième personnalité à tester ça. Donc, vous ne devez répondre ni oui ni non aux questions que je vous pose. OK. Et au premier oui, au premier non, vous avez perdu. D'accord. D'accord. D'accord, c'est bien? Oui. Ok. C'est oui ou non qu'on ne non. doit pas dire. Ok. Vous parlez ourdou? Urdu, c'est la langue officielle du Pakistan. J'ai parlé Urdu avec autre langue.
vous faites la cuisine, vous savez faire la cuisine? Je ne suis pas un bon cuisinier. J'aime de manger, mais pas de cuisinier. On m'a dit que vous avez des jumeaux, c'est vrai? Comment? Des jumeaux, twins. Non, oh, j'ai perdu. Ah, voilà, je suis désolée. Hein. Bonjour à tous, c'est l'émission En toute diplomatie et nous avons aujourd'hui l'honneur d'être reçus à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son Excellence Tatsuo Arai. Le prétexte est tout trouvé. Il célèbre aujourd'hui les 60 ans de coopération entre le Japon et le Sénégal. Avec lui, nous allons revisiter en toute diplomatie et à bâton rompu l'histoire des relations diplomatiques qui lient les deux pays depuis l'indépendance. Suivez-moi. Konnichiwa. Bonjour. Merci, Excellence. Bienvenue à la résidence. Merci de nous recevoir dans votre résidence. Vous êtes au Japon. Je suis en costume sénégalais parce que je suis très ami du Sénégal. Donc, on voudrait bien un peu transformer en kimono japonais comme vous êtes au Japon. Donc, le Japon, vraiment un pays, quand on en parle, c'est très loin de l'Afrique. Des civilisations différentes, cultures différentes. Est-ce que ça ne nous a pas fait un choc de culture, un choc de civilisation la première fois que vous êtes arrivé en Afrique? Est-ce que ça a été vraiment facile pour vous de vous acclimater à l'Afrique? Je pense que pour moi, en arrivant en Afrique, je n'ai pas eu disons, une sorte de choc parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs entre les Japonais et les Sénégalais. Disons, les Africains. On respecte bien, par exemple, les ancêtres. Et on aime bien la beauté, comme un kimono. Aussi, on aime bien la cuisine, la tradition. Donc, il y a beaucoup d'éléments communs. Alors, oui, je suis tout à fait à l'aise en vivant en Afrique. Alors, le décalage horaire entre Dakar et Tokyo, c'est 8 heures. Est-ce que c'est facile? Comment se déroule votre journée de travail? Comment vous y prenez? Une journée, d'abord, le matin, je prends le petit déjeuner. Oui. Mais après, il y a pas mal de travail au bureau. Donc, je vais au bureau et je fais le dossier. Vu qu'il y a un décalage vraiment déphasé, quand il fait jour là-bas, il fait nuit ici. Quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Oui. Comment vous vous adaptez aux horaires du bureau de Tokyo? Oui. Maintenant, il y a la technologie de communication. Okay. Donc, on utilise des SMS, les courriers électroniques. Donc, ça facilite beaucoup. Le 4 octobre en 1960, nous avons, disons, officiellement rétabli les relations diplomatiques. Et après, tout de suite après, 1962, le Japon a ouvert l'ambassade ici à Dakar. Et puis, 1975, le Sénégal a ouvert son ambassade à Tokyo. C'est comme ça qu'on a bien commencé notre amitié et partenariat. Alors, quels sont les domaines spécifiques dans lesquels le Japon et le Sénégal entretiennent vraiment des relations de coopération? Nous avons développé le partenariat de coopération depuis toujours et notre coopération s'étend dans beaucoup de domaines. Par exemple, les infrastructures comme de l'eau, l'électricité, les routes, les ports maritimes, et l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation professionnelle, la santé. Donc, pratiquement dans tous les domaines. Donc, notre partenariat, on peut dire que c'est le modèle des relations coopératives entre le Japon et les pays amis africains. D'abord, le gouvernement sénégalais a promis
d'avoir une zone économique spéciale exclusivement pour le Japon. Et aussi un guichet unique pour les entreprises japonaises. Donc, avec cette initiative, les entreprises japonaises sont encore plus motivées pour venir ici. Donc, certaines entreprises, ils ont déjà commencé. Donc, on espère bien que les autres aussi suivront cet bon exemple. Il me semble que les volontaires japonais aussi jouent un rôle important dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Cette année 2020 est également l'année commémorative de 40 ans de l'envoi des volontaires japonais au Sénégal. Donc jusqu'à présent, à peu près 1200 volontaires ont été déjà accueillis ici. Et alors, ils travaillent dans les communautés locales. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans ces communautés? Ils travaillent ensemble avec les villageois et les citoyens locaux dans divers domaines, comme la santé. Ils leur apportent leur expertise ou bien ils viennent les aider, voir comment ils vivent, qu'est-ce qui les motive à venir faire ce genre de choses en Afrique? Ils sont motivés pour venir en Afrique, d'abord pour travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelques expertises. Donc, ils voudraient apporter en travaillant avec les Sénégalais. Mais en même temps, ils sont très motivés à apprendre quelque chose en Afrique. Donc, au Sénégal, la culture sénégalaise, ou bien la communauté sénégalaise, il y a beaucoup de choses à apprendre. Normalement, après 2 ans de travail ici, ils sont, passionnés par la société sénégalaise. Le Dakar Kendo Club se réunit 2 fois par semaine. Et bon, bienvenue à toutes les personnes qui veulent découvrir le kendo. On prêtera des armes, on prête des armures. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà. Kyosuke. Shomeni. Oui! Vous savez comment utiliser les baguettes? Non. Au Japon, on utilise les baguettes pour manger. Donc, ça, c'est deux bâtons, petits bâtons. Comme ça, un point. Comment on fait ça? Comme ça? Le pouce? D'abord, on tient. Entre le pouce, comme ça? Comme ça. Okay. Avec 2 doigts et deux doigts. Ouais, comme ça. On tient l'autre. Oui. Et ça bouge uniquement ce bâton-là. Comme ça. Oui. Mais avec des fourchettes aussi, ça marche. Ça marche, d'accord. D'accord. Donc, on commence par quoi? Peut-être on peut commencer par la tempura. Donc, un plat avec des crevettes, légumes. Ça. Et la sauce, ça c'est la sauce de tempura. D'accord. Et ça c'est purée de radis. Donc ça c'est purée de radis, gingembre, et on met dans la sauce. Je pense que je vais prendre la fourchette. Oui, c'est bien. C'est ça? Ça c'est saisonnement. Donc, c'est ça la purée? Ça c'est un morceau. Oui. D'accord. Ça, on met dans la sauce. Après, oui. Ok. Bien. Ça.
C'est ça. Bon. Et oui. Ah, oui. Merci. Bravo. Parce que dans la cuisine japonaise, on apprécie le goût naturel de l'ingrédient. Donc on fait la friture, mais on essaie de garder le goût d'origine. Oui, oui. Donc on ne met pas beaucoup de sauce. Beaucoup de sauce, Non, c'est plutôt avec la sauce de soja. de soja, d'accord. Oui, ça c'est naturel et simple. Sénégal xewlewut. Voilà. Kan moo xewle? Sénégambia moo xewle. Sénégambia. Voilà. Ça, c'est l'ouverture du pont de la Sénégambie. Di lekka benn lekka bi di wax benn wax bi kon kontaante bu rëy la tey. dafa mel ni Sine ak Saloum foog naa Moussa Ngom moo ko doon woy na ñaari néeg la ñetteel bi di waañ ba di wàññi buur ba buuru Saloum kon nag xam leen. Mon rôle principal, c'est de renforcer les liens naturels, divins et historiques et culturels qui existent entre les deux pays. Donc, il faut quelqu'un qui aime Qui a un vécu, une histoire l'histoire avec le Sénégal entre les deux et la pays, Gambie avec le Sénégal et en la même temps. Gambie, pour être ambassadeur ici. On ne peut pas amener quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas l'histoire du pays, qui ne connaît pas la culture du pays. Et on a eu beau être ambassadeur sans avoir intérêt des deux pays. Le Sénégal, la Gambie, Ouais. un seul peuple, Deux- un seul pays. Un seul pays, deux pays, Oui, disons un deux seul pays, peuple. un seul peuple, Un seul peuple. et un même destin, Ouais. les mêmes intérêts, pourrait-on dire. Ouais. Ce qui profite à l'un profite à l'autre. Ce qui fait mal à l'un touche également l'autre. Certainement. Alors, est-ce que vous, votre rôle est facile dans ce cas-là, puisque vous êtes autant sénégalais que gambien? Qu'est-ce que vous faites pour faciliter les choses entre les deux pays? Ah, Machallah, j'ai pas eu de difficulté à exercer mon rôle d'ambassadeur. Comme j'ai dit, Machallah, c'est mon 4e passage au Sénégal. Ayant fait mes études universitaires à Dakar, ayant travaillé aux Nations Unies, ayant travaillé comme 2e secrétaire à l'ambassade de Gambie et actuellement, Machallah, en tant que haut commissaire de la République de Gambie. Donc c'est quelque chose de logique, c'est une suite logique. Mais, Excellence, est-ce que dans ce cas-là, vu les relations, la configuration des deux pays, est-ce que finalement vous avez un rôle à jouer, quelque chose à faire puisque c'est le même peuple comme on dit, est-ce que vous avez finalement quelque chose à faire pour que ça aille bien entre les deux pays? Oui, madame. Ou bien c'est tout naturel? Madame, mon cheval de bataille a été et toujours de renforcer les relations excellentes qui existent entre les deux pays. Je suis dans ma 3e année en tant que commissaire de la République de Gambie au Sénégal. Et touch wood, comme on dit en anglais, j'ai jamais eu de problème avec les autorités. Avant l'arrivée de son Excellence président Adama Barrow, il y avait la guerre froide entre les deux gouvernements. Malheureusement, compte tenu de ce qui s'est passé avec l'ancien régime, donc les Gambiens n'allaient pas vers le haut commissaire de la Gambie, les Sénégalais n'allaient pas vers le haut commissaire de la Gambie non plus. Donc moi, mon rôle principal, c'est de renforcer les liens naturels, divins et historiques et culturels qui existent entre les deux pays. Donc il faut quelqu'un qui aime Qui a un vécu, une histoire l'histoire avec le entre Sénégal les deux et la pays, Gambie avec le Sénégal et en la même temps. Gambie, pour être ambassadeur ici. On ne peut pas amener quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas l'histoire du pays, qui ne connaît pas la culture du pays. Et on a eu beau être ambassadeur sans avoir intérêt des deux pays, mais tout en gardant l'intérêt de la Gambie.
Mais quand même, ce n'est pas moi qui vais s'aimer le problème entre le Sénégal et la Gambie. Excellence, me voici transformée en Mauritanienne. Très réussie transformation. Merci. Vraiment, vous faites honneur à notre journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme je vous l'annonçais au début, je suis aujourd'hui reçu par son Excellence Monsieur Mohamed Yahya Ould Theïs, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Sénégal. Bonsoir Excellence. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en vos titres, grades et fonctions? Mohamed Yahya, comme vous l'avez dit, Theïs, ambassadeur de Mauritanie. Et je suis arrivé au Sénégal en août 2021 en venant du Niger. Donc Dakar n'est pas votre premier poste? Non, j'ai exercé comme chef de mission à Londres de 2012 à 2018. Puis de 2018 à 2021, ambassadeur au Niger, avec comme circonscription des pays également couverts comme le Tchad, le Bénin, le Togo. En quoi consiste votre mission en tant qu'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie accrédité au Sénégal? Alors, la mission est importante. Comme vous le savez, nous sommes deux pays voisins et l'ambassade gère effectivement une forte colonie mauritanienne. Nous avons les aspects diplomatiques proprement dits, les aspects consulaires. Et nous avons effectivement dans ce dernier cadre un suivi de notre communauté ici. Alors, Excellence, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir sur le plan culturel? Alors, nous avons une variété de produits culturels qui, pour certains, reflètent un peu la tradition et pour d'autres donnent une idée de la diversité culturelle mauritanienne. Je vous invite à voir ces produits culturels. Alors, ici, nous avons des dessins typiques de l'Est mauritanien, des villes anciennes qui sont un peu sur les portes du désert. Nous avons ici ce produit, des dessins qui sont très anciens et dans les villes du désert, les fameuses villes, les villes anciennes qui sont classées par le patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est Walata. Et ce tableau qui reflète également des aspects où vous voyez une marmite dans l'ancien style qui est posée sur des pierres pour qu'elle puisse s'asseoir. Et on met du charbon dessous. Plus bas, vous avez une tabatière avec une pipe. C'était aussi l'ancien style. Les pipes sont faites en fer et parfois en os. Alors, ici, nous avons une variété de choses. On commence par la tablette coranique. C'est ce qu'on appelle l'oh. L'oh, c'est un peu la tablette dans laquelle, depuis de longs siècles, les enfants apprennent le Coran, qui est écrit et qui est un peu effacé pour réécrire la prochaine sourate et ainsi de suite. Des générations et des générations ont récité le Coran par le biais de ces tablettes. Vous avez ici un éventail d'oreillers. On appelle cela les poufs. Vous voyez bien que c'est du cuir avec des coloris verts et rouges qui sont mis ici avec des tresses. C'est fait par les femmes ou les hommes ou les deux? C'est les deux, mais c'est surtout les femmes qui font un peu ce genre de... Et c'est fourré avec des produits. C'est beau. On va dans des arbres. On va se déplacer vers le thé. Alors voici le rituel du thé qui est, que nous partageons, qui est plus léger chez nous. Beaucoup de menthe, oui. Et il met de la menthe, il met du thé, il fait une infusion. Et là, il est en train de faire la mousse. Et ce sont 3 verres qui se succèdent, avec un intervalle peut-être d'une dizaine de minutes entre chacun. Ça se voit à longueur de journée, quoi, à n'importe quelle heure de la journée. Vraiment très apprécié et très pris à longueur de journée, un peu partout en Mauritanie. C'est le prétexte à la jama'a, c'est-à-dire le groupe de gens qui se retrouvent et qui vont discuter en se donnant des nouvelles les uns les autres
et en dévisant comme ça et en dégustant le thé. Vous avez également ici au Sénégal ce rituel du thé. Effectivement, aussi on a ce même rituel du thé, sauf que chez nous le thé est un peu plus fort, moins coloré, plus doux que ça. Mais nous partageons cette passion du thé. Le Gabon ou la République gabonaise est un pays d'Afrique centrale situé sur la façade atlantique. Le pays accède à la souveraineté internationale le 17 août 1960. Sa langue officielle est le français. Il compte 2,341 millions d'habitants pour une superficie de 267 667 km². Sa devise est le franc CFA. Le Gabon est riche d'une cinquantaine d'ethnies. Le pays jouit d'une stabilité politique et sociale avec des institutions fortes. 3 chefs d'État ont présidé aux destinées du pays, dont l'actuel président Ali Bongo Ondimba. L'objectif du président est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. La République gabonaise est prospère, stable et dynamique, avec un patrimoine naturel et culturel riche. Le pays est un véritable paradis vert avec 13 parcs nationaux. Le pilier Gabon vert s'oriente vers l'écotourisme. Le Gabon a des infrastructures de qualité, ce qui renforce sa compétitivité et l'attractivité de son économie. Une économie en pleine mutation autour du triptyque le Gabon industriel, le Gabon vert et le Gabon des services. Il y a également le Gabon bleu pour une diversification de l'économie. Le Gabon brille par sa culture et ses traditions. C'est aussi un pays de foi. Depuis 2012, c'est également une terre de sport avec des stars connues mondialement. Le Gabon est aujourd'hui résolument engagé vers la voie du développement économique et social. Le pays est aussi un modèle de paix et de prospérité en Afrique. Le Gabon et le Sénégal sont des pays amis et frères. Les deux États entretiennent de solides et exceptionnelles relations bilatérales. Alors aujourd'hui, nous sommes avec son Excellence Monsieur Régis Onanga Ndiaye, ambassadeur du Gabon au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Bonsoir Excellence. Madame, bonsoir. Vous êtes la bienvenue à la résidence du Gabon au Sénégal. Alors Excellence, pour magnifier les relations qui existent entre les deux pays, on peut parler de Cheikh Ahmadou Bamba, un fait indéniable qui se passe au Gabon. Est-ce que de l'autre côté aussi au Sénégal, il y a des symboles qui caractérisent la présence du Gabon au Sénégal? Je dois vous avouer que mon pays, le Gabon, est même beaucoup plus présent que le Sénégal au Gabon. Je vais vous citer quelques symboles. Charles Messani Tchoréré est un Gabonais naturalisé français qui a été d'ailleurs le premier directeur noir africain du Prytanée militaire en 1938. Et il est sorti de là pour s'engager dans les armes durant la Seconde Guerre mondiale. Et tous les 7 juin à Saint-Louis, c'est la journée du parrain, donc de Charles Tchoréré. Mais à côté du Prytanée, il y a quand même d'autres symboles. Moi, j'ai été, il y a quelques années, j'ai découvert à Rufisque, chez l'actuel ministre de la Justice d'ailleurs, le quartier Cité Gabon. Extraordinaire. Il y a un quartier qui s'appelle Cité Gabon. Cité Gabon à Rufisque. Quand vous y allez, alors les jeunes, l'équipe de football, ils portent des maillots vert, jaune, bleu, les couleurs du drapeau gabonais, et c'est marqué dessus Gabon d'abord. C'est extraordinaire. Mais comment ça se fait? Ce sont des Gabonais qui vivent là-bas ou bien des Sénégalais? Non, essentiellement des Sénégalais. Ce sont des petits-fils et arrière-petits-fils des Sénégalais qui sont venus au Gabon juste après l'indépendance, venir nous aider à construire le pays, notamment à travers Sokoba. Et ils sont restés, au regard de ce qu'on leur racontait, ils sont très restés attachés au pays. Et on a visité cette ville, mais je n'en croyais pas mes yeux parce qu'on est sorti de là très, très, très ému. C'était un petit quartier de Libreville à l'intérieur de Rufisque. Oui, oui, oui. Nos couleurs nationales, le Gabon d'abord du président Léomba, c'était formidable. Mais à côté de ça, vous avez également Alors, il y a la cité Paul Malékou, à Kounoun. Paul Malékou est également le premier, dans les années, début des années 80,
le premier directeur général africain de la SECNA. C'était un Gabonais, et il a vécu ici, et en partant, une cité lui a été dédiée. Le dernier symbole que je vais vous citer, c'est à Louga, le complexe Omar Bongo Ondimba de Louga. Ouais. Là aussi, c'est une très belle histoire. C'est l'illustration des relations fraternelles qui existaient entre le président Abdou Diouf et feu le président Omar Bongo Ondimba. Vraiment, Excellence, tout ce que Madame nous a présenté est vraiment très délicieux. Vraiment, chapeau Madame. Et merci encore de nous avoir invités à une table aussi variée que bonne. Donc nous voici arrivés à la fin de l'émission. Merci encore. Je rappelle que nous étions avec son Excellence M. Régis Onanga Ndiaye, ambassadeur du Gabon au Sénégal, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Nous avons passé en revue les relations diplomatiques, les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Excellence, est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Écoutez, mon dernier mot à moi, c'est un mot de remerciement. Je vous remercie pour le temps partagé avec moi et mon épouse et l'ensemble de mes collaborateurs. Et je vous dis longue vie à votre émission, surtout ça. La chance que vous avez, c'est que tous les 4-5 ans, les diplomates s'en vont et viennent. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y en a que vous rencontrerez et qui vous partageront leur expérience au bénéfice du Sénégal et de leur pays. Et comme on le dit ici, je vous dis Djerejef, je vous dis Nyokobok, et puis Babenen Yon. C'est-à-dire merci, au revoir, on est ensemble et à la prochaine. Merci bien, madame. En attendant de nous retrouver le mois prochain dans un nouveau décor pour d'autres aventures, ici ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Bien des choses à vous et à vos proches.